Partie 1. Le problème de l'atelier de fabrication. La presse métallique est descendue avec un fracas semblable à un tonnerre emprisonné dans un baril. Et lorsqu'elle s'est relevée, Werner Grüner tenait entre ses mains l'avenir de la fabrication d'équipements de défense allemands. C'était en avril 1942, et la pièce rectangulaire d'acier embouti qu'il tenait ne ressemblait en rien à un composant d'armement. Pour les armuriers traditionnels qui observaient depuis le bord de l'atelier, cela ressemblait à une erreur, un raccourci bon marché qui échouerait dès que de réelles pressions mécaniques seraient appliquées. Grüner avait passé 15 ans dans l'industrie de la transformation des métaux avant que les événements mondiaux ne le rattrapent. Il comprenait les presses à emboutir, le comportement de la tôle et l'économie de la production de masse d'une manière que les armuriers de métier n'avaient jamais eu besoin de maîtriser. Lorsque Grossfuss AG a reçu le contrat pour développer un nouveau système automatique polyvalent, le cahier des charges était clair: maintenir la fiabilité de la MG34, réduire le temps de production de 60% et utiliser des matériaux qui n'entreraient pas en concurrence avec la fabrication de blindés et d'avions. L'atelier de Breslau produisait déjà des MG34 et tout le monde y connaissait les chiffres. Chaque carcasse nécessitait 18 heures d'usinage sur des équipements de précision. Chaque culasse demandait 12 opérations sur 5 machines différentes. Le canon exigeait des alliages d'acier spécialisés et des artisans qualifiés maîtrisant le traitement thermique. L'objet fonctionnait magnifiquement, mais le pays avait besoin de 5000 unités par mois et l'infrastructure de production pouvait à peine en livrer 800. Le premier boîtier de culasse embouti de Grüner reposait sur le banc d'essai comme une accusation. Il avait été formé en 8 minutes à partir d'une tôle d'acier coûtant 1/3 du prix du bloc massif requis pour un boîtier usiné. Les soudures étaient visibles, des coutures disgracieuses le long de points de tension, là où une conception traditionnelle exigerait une force monolithique. Ses collègues prédisaient un échec catastrophique. Le métal était trop mince. Les soudures allaient se fissurer. Les tolérances étaient trop larges pour maintenir la précision, mais Grüner ne cherchait pas à fabriquer une version économique de la MG34. Il essayait de créer quelque chose d'entièrement différent, un outil qui reconnaissait la réalité de 1942 plutôt que les traditions artisanales de 1892. Le boîtier rembouti n'était pas plus fragile, il distribuait les forces différemment. Là où un boîtier usiné concentrait les tensions sur des angles vifs et des tolérances serrées, la conception emboutie répartissait les charges sur des surfaces courbes et des joints soudés qui fléchissaient légèrement sous la pression avant de reprendre leur forme. L'ensemble du canon était l'étape suivante. Les modèles traditionnels traitaient le canon comme un composant permanent, censé durer plus longtemps que le reste de l'objet s'il était bien entretenu. La conception de Grüner partait du principe que les canons étaient des consommables, non pas parce qu'ils s'usaient plus vite, mais parce que les considérer comme des pièces interchangeables permettait de simplifier tout le reste du système. Un mécanisme de changement rapide, un simple loquet que n'importe quel utilisateur pourrait actionner sans outil. Quand la fabrication ne peut garantir des tolérances parfaites, on conçoit pour le remplacement plutôt que pour la permanence. Si des récits comme celui-ci vous aident à voir comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous dans les commentaires ce qui vous a surpris jusqu'ici et restez avec nous pour le prochain chapitre. Partie 2. La pression des exigences impossibles. La salle de réunion au siège de Grossfuss AG sentait l'huile de machine et l'anxiété. Nous étions en juin 1942. Et Werner Grüner se tenait devant un groupe d'officiers de l'armement de la Wehrmacht qui avaient vu ses premiers prototypes et restaient dubitatifs. La MG34 était en service depuis 8 ans. Elle fonctionnait. Pourquoi risquer une conception non éprouvée alors que le modèle existant dépassait déjà toutes les spécifications de performance? Grüner s'était préparé à cette résistance. Il n'avait pas apporté de données de performance, mais des feuilles de calcul de production. La question n'était pas de savoir si la MG42 fonctionnait mieux.
Il s'agissait de savoir si l'Allemagne pouvait en construire suffisamment pour changer la donne. Le rythme actuel de 800 MG34 par mois nécessitait des machinistes qualifiés qui étaient de plus en plus réaffectés à la production aéronautique, à la fabrication de chars et aux dizaines d'autres industries de précision qu'exigeait la mécanisation moderne. Il étala les chiffres sur la table. Une MG34 consommait 48 heures de travail d'un machiniste hautement qualifié. La MG42 emboutie ne demandait que 15 heures au total, dont seulement 6 exigeaient une réelle expertise. Le reste était un travail d'assemblage, pouvant être effectué par du personnel ayant une formation minimale. Plus crucial encore, la MG42 utilisait des métaux qui n'étaient pas en concurrence avec des systèmes prioritaires. De la tôle d'acier au lieu de blocs forgés. Des ressorts standardisés au lieu de composants à tension personnalisée, des goupilles et des rivets au lieu de fixations filetées exigeant un équipement de taraudage de précision. Les objections ne tardèrent pas. L'objet avait l'air bon marché. Le métal embouti présentait des marques d'outillage visibles. Les soudures n'étaient pas polies. Comment les utilisateurs pourraient-ils faire confiance à un matériel qui semblait bricolé? La réponse de Gruner fut directe. La confiance viendrait de l'efficacité sur le terrain, et l'efficacité serait au rendez-vous car chaque décision de conception avait été prise en fonction de la réalité industrielle, et non de l'apparence. Le mécanisme de verrouillage par galet est l'endroit où le passé industriel de Gruner devenait le plus évident. Les modèles traditionnels utilisaient des systèmes de verrouillage complexes. Culasses rotatives, blocs basculants, des mécanismes exigeant un usinage précis et un assemblage minutieux. Le système à galets était différent. 2 rouleaux cylindriques étaient logés dans des fentes de la culasse, poussés vers l'extérieur par une pièce en forme de coin. Lors de l'activation, les galets verrouillaient la culasse en s'appuyant contre les parois du boîtier. À mesure que la pression diminuait, le coin se retirait, les galets s'effaçaient vers l'intérieur et le cycle recommençait. Ce n'était pas plus simple parce qu'il y avait moins de pièces, le nombre était à peu près le même que sur les modèles concurrents. C'était plus simple parce que cela reposait sur des principes que le métal embouti pouvait supporter. Les parois du boîtier n'avaient pas besoin d'être usinées avec précision, elles devaient simplement être constantes. Les galets ne nécessitaient pas de matériaux exotiques. Ils devaient simplement être plus durs que les surfaces contre lesquelles ils roulaient. L'angle du coin déterminait le rythme du cycle, et modifier cet angle revenait simplement à échanger une pièce emboutie contre une autre lors de l'assemblage. Les officiers restaient sceptiques, mais Gruner avait un avantage, le sentiment d'urgence. À la mi-1942, le pays était engagé dans un conflit multifront qui consommait le matériel plus vite que l'industrie traditionnelle ne pouvait le remplacer. Le choix n'était plus entre la MG34 et la MG42. Il était entre la MG42 et une pénurie totale d'équipement. Partie 3. La logique du métal et du mouvement. Le champ de tir d'essai à l'extérieur de Breslau était silencieux, hormis le vent dans les herbes hautes. Werner Gruner regardait les techniciens charger la première MG42 de série avec une bande de cartouches de 7,92 mm. Il ne s'agissait pas d'une démonstration de puissance, mais d'un test de système. Chaque composant représentait une hypothèse sur la façon dont le métal embouti et la mécanique à galets pouvaient fonctionner ensemble. Et les 60 secondes suivantes allaient valider ou détruire des mois de travail. Le défi fondamental de tout système automatique est la gestion de l'énergie. Chaque cartouche contient une force énorme compressée dans un espace minuscule, et lors de l'activation, cette force doit accomplir plusieurs tâches simultanément. Propulser un projectile, actionner le mécanisme, contenir la pression et dissiper la chaleur. Les conceptions traditionnelles géraient ces exigences par la masse et la précision, des composants lourds usinés selon des tolérances serrées qui absorbaient et canalisaient les forces via des trajectoires soigneusement tracées. L'approche de Gruner inversait cette logique.
Au lieu de construire des composants assez robustes pour contenir les forces, il a conçu un système qui redirigeait les forces avant qu'elles ne deviennent destructrices. Le verrouillage par galet en était la clé. Lors de l'activation, la pression poussait la culasse vers l'arrière, mais les galets étaient bloqués vers l'extérieur, créant une résistance mécanique. Ce délai était précisément calibré, assez long pour que le projectile quitte le canon et que la pression chute, mais assez court pour que le mécanisme complète son cycle avant que la cartouche suivante ne soit engagée. Le génie ne résidait pas dans le principe du retardement lui-même, il existait depuis des décennies. Le génie était de l'appliquer avec des composants pouvant être emboutis, soudés et assemblés sans usinage de précision. Les parois du boîtier contre lesquelles les galets se verrouillaient n'avaient pas besoin d'être parfaitement planes. Elles devaient être courbées de manière constante. Les galets n'avaient pas besoin d'une métallurgie exotique. Ils avaient besoin de dureté de surface. Le coin n'exigeait pas une géométrie complexe. Il lui fallait le bon angle. Image de la culasse à galets de la MG42. Lorsqu'on actionnait la détente, l'appareil répondait par un son qui choqua tout le monde sur le terrain. Ce n'était pas le claquement sec et rythmé de la MG34, mais un rugissement continu, si rapide que les détonations individuelles se fondaient en une note soutenue. La cadence était de près de 1200 coups par minute, soit environ le double de la MG34. Mais ce n'était pas un objectif de conception, c'était une conséquence de l'efficacité. Ce cycle plus rapide signifiait que chaque composant passait moins de temps sous une contrainte maximale. La culasse reculait, éjectait l'étui vide, prélevait une nouvelle cartouche, l'insérait et se verrouillait, le tout dans le temps qu'il fallait au modèle concurrent pour effectuer la moitié de cette séquence. Cette vitesse était possible car le mécanisme à galets comportait moins de pièces mobiles et des mouvements plus simples que les culasses rotatives. La simplicité permettait la vitesse, et la vitesse permettait des composants plus légers, ce qui favorisait encore plus la vitesse dans une boucle de rétroaction poussant le système à ses limites mécaniques. Le mécanisme de changement de canon démontrait la même pensée systémique. Les modèles traditionnels traitaient le changement de canon comme une procédure de maintenance, une opération complexe effectuée par des techniciens avec des outils spécialisés lors de pauses prolongées. La conception de Gruner supposait que les changements de canon seraient fréquents et devaient être assez simples pour être réalisés sous pression par n'importe qui. Un loquet, une rotation, une traction. Le canon chaud sortait, un frais glissait à sa place, le loquet se fermait, 8 secondes, sans outils, sans besoin d'alignement de précision. Cela était possible car le canon n'était pas ajusté avec précision au boîtier, il y était ajusté de manière constante. Les tolérances étaient assez larges pour que n'importe quel canon s'adapte à n'importe quel boîtier, ce qui signifiait que la production de masse pouvait fabriquer des pièces dans différents sites et les assembler n'importe où. L'interchangeabilité n'était pas un luxe, c'était le fondement même du système. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque? Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Partie 4. Tester les limites du système. Les essais d'endurance ont commencé en août 1942 et ils étaient conçus pour tout casser. Werner Gruner se tenait sur le terrain d'essai de Kummersdorf, regardant les techniciens soumettre son modèle à des conditions qu'aucun équipement ne connaîtrait en usage normal. L'objectif n'était pas de prouver que la MG42 fonctionnait. Le but était de trouver exactement où et comment elle échouait, afin de corriger ses points de faiblesse avant de passer à la production à grande échelle. Le premier test était thermique. Ces mécanismes génèrent une chaleur extraordinaire. Chaque activation produit des températures dépassant les 1600 degrés Celsius dans la chambre, et une utilisation prolongée concentre cette chaleur dans un espace réduit. Les conceptions traditionnelles utilisaient des canons lourds et des tolérances serrées pour gérer la dilatation thermique. Le boîtier embouti et le canon plus léger de Gruner réagissaient différemment à la chaleur.
et la question était de savoir si ces différences seraient fatales. Ils ont effectué 5000 tirs en rafale soutenue, en changeant les canons tous les 250 coups. Le boîtier embouti chauffait de manière inégale, se dilatant d'une façon que les composants usinés avec précision ne connaîtraient pas. Mais les tolérances larges absorbaient cette expansion. Là où un mécanisme ajusté de près pourrait se gripper ou se coincer avec la dilatation du métal, les composants de la MG42 absorbaient simplement le jeu disponible. L'objet continuait de fonctionner. Le second test visait le mécanisme à galets dans des conditions extrêmes. Ils ont délibérément encrassé le système avec du sable, de la boue et des dépôts de carbone, puis ont continué jusqu'à la défaillance. Les arrêts survenaient, mais ils étaient prévisibles et réparables. Les galets se bloquaient parfois à cause de la contamination, mais une simple action sur le levier d'armement suffisait à les libérer. L'extracteur glissait parfois sur des étuis très encrassés, mais le système était conçu de sorte qu'un défaut d'éjection n'empêchait pas la cartouche suivante de s'engager. L'étui coincé était simplement poussé dehors par la suivante. Cette résilience n'était pas accidentelle. Brunner avait conçu pour une dégradation progressive plutôt que pour une performance parfaite. Un mécanisme de précision fonctionne parfaitement ou échoue de façon catastrophique. Un système avec un jeu intégré peut absorber la contamination, l'usure et les dommages, tout en continuant à fonctionner à une efficacité réduite. La MG42 n'exigeait pas la perfection de son environnement. Elle s'adaptait à l'imperfection. Le mécanisme de changement de canon a fait l'objet d'un examen particulier. On craignait que des changements répétés sur le terrain ne déforment le système de libération rapide ou ne désalignent l'interface du canon. Les testeurs ont changé les canons 500 fois en manipulant brutalement les composants. Le loquet montrait des signes d'usure, mais il n'a pas lâché. Plus important encore, les tests de précision après 500 changements n'ont montré aucune dégradation. Le canon se remettait en place de façon constante car l'interface était conçue pour la répétabilité, pas pour la précision microscopique. Le test le plus révélateur fut comparatif. Ils ont apporté une MG34 et l'ont soumise au même traitement. La MG34 fonctionnait parfaitement dans des conditions propres avec un entretien rigoureux. Mais elle était sensible à la saleté, au stress thermique et aux manipulations rudes là où la MG42 ne l'était pas. La MG34 était un instrument de précision exigeant des conditions de précision. La MG42 était un outil industriel partant du principe que rien ne serait parfait. En septembre, les données étaient claires. La MG42 pouvait faillir de manière spécifique et prévisible sous un abus extrême. Mais elle continuait de fonctionner dans des conditions qui auraient neutralisé des matériels plus sophistiqués. Le boîtier embouti n'était pas plus faible. Il était plus tolérant. Le mécanisme à galets n'était pas moins fiable, il était plus permissif. Les tolérances larges n'étaient pas un compromis. Elles étaient une adaptation à la réalité de la fabrication et des opérations. Partie 5. La curiosité finale révélée. L'hiver 1942 apporta la réponse à une question que Werner Brunner ne s'était même pas posée. Pourquoi le système fonctionnait-il alors que tous les principes traditionnels suggérèrent le contraire ? La révélation ne vint pas de l'atelier, mais des données de production de 3 sites différents qui avaient commencé l'assemblage de la MG42. Le premier site utilisait un équipement d'emboutissage de précision et des métallurgistes qualifiés, des conditions similaires à l'atelier d'origine de Breslau. Le second utilisait des presses plus anciennes et moins précises, avec des ouvriers ayant peu d'expérience en armurerie. Le troisième était une usine automobile reconvertie avec un équipement qui n'avait jamais été conçu pour fabriquer de l'équipement de défense. La logique traditionnelle aurait voulu que le premier site produise des objets supérieurs, le second des objets acceptables, et que le troisième soit en difficulté. Les tests de fiabilité ont montré quelque chose d'inattendu. Les 3 sites produisaient des exemplaires aux performances statistiquement identiques.
Les MG42 de l'usine automobile, fabriqués sur des presses à carrosserie par des ouvriers qui construisaient des camions 6 mois plus tôt, fonctionnaient tout aussi bien que celles de l'usine de précision. Certaines avaient une meilleure finition, d'autres des tolérances plus serrées. Mais toutes fonctionnaient exactement de la même manière. C'était là l'ultime curiosité, la raison pour laquelle le système de Gruner réussissait là où les approches conventionnelles auraient échoué. Il n'avait pas conçu un objet exigeant une exécution parfaite. Il avait conçu un système qui tolérait une exécution imparfaite tout en maintenant une performance constante. Le mécanisme à galets fonctionnait car la physique ne dépendait pas de la précision. Elle dépendait de la proportion. Tant que le diamètre des galets et l'angle du coin maintenaient le bon rapport, les dimensions réelles pouvaient varier dans une plage étonnamment large. Le boîtier embouti révélait le même principe. L'épaisseur du métal importait moins que sa constance. L'emplacement exact des soudures importait moins que leur qualité. Le boîtier de l'usine automobile n'était pas construit de la même manière que celui de l'usine de précision, mais les deux remplissaient la même fonction, car Gruner avait conçu pour l'équivalence fonctionnelle plutôt que pour l'identité dimensionnelle. Cette vision représentait un changement fondamental dans la conception des systèmes mécaniques complexes. L'ingénierie traditionnelle supposait que la performance exigeait la précision et que la précision exigeait un artisanat qualifié ou un outillage coûteux. Gruner a démontré que la performance pouvait aussi émerger de systèmes conçus autour de principes plutôt que de spécifications strictes, où les relations entre les composants comptaient plus que les qualités absolues des pièces individuelles. L'interface du canon illustrait parfaitement cette pensée. Un canon ajusté avec précision nécessite que le canon et le boîtier soient usinés selon des tolérances serrées, appairés lors de l'assemblage et entretenus avec soin. Le système de changement rapide de Gruner fonctionnait car l'interface reposait sur un principe simple. Le canon doit être maintenu dans une relation constante avec la chambre, l'étanchéité étant assurée à la culasse. Cela pouvait être accompli avec un collier à ressort et un loquet mécanique, des composants pouvant être emboutis, ne nécessitant aucun ajustement de précision, et fonctionnant quel que soit le canon associé au boîtier. Le mécanisme d'alimentation fonctionnait sur une logique similaire. Les systèmes traditionnels utilisaient des arrangements complexes de cliquets exigeant un réglage minutieux. Le mécanisme de la MG42 était essentiellement un levier et une glissière. Le mouvement de la culasse entraînait directement l'avancement de la bande par une liaison purement mécanique. Il ne pouvait pas se désynchroniser car il n'y avait pas de réglage de synchronisation à maintenir. Il était auto-synchronisé par conception. C'était le secret caché dans le métal embouti et les verrous à galets, des systèmes conçus autour de principes physiques plutôt que de traditions artisanales pouvaient atteindre la fiabilité par d'autres moyens. Non par la précision, mais par la proportion. Non par des tolérances serrées, mais par des relations correctes. Non par des composants parfaits, mais par l'indulgence intégrée dans l'interaction des pièces. L'objet qui semblait brut et inachevé fonctionnait de manière constante, car il était honnêtement conçu pour les conditions réelles d'une production en temps de crise. Matériaux inconsistants, niveau de qualification varié, équipements reconvertis et nécessité absolue de pièces interchangeables, produites par des usines qui ne se coordonnaient parfois jamais directement. Partie 6. L'héritage de la pensée systémique. La MG42 est entrée en production massive fin 1942 et à la fin du conflit, plus de 400 000 unités avaient été produites, un chiffre impossible à atteindre avec les méthodes de fabrication traditionnelles. Mais l'impact de cet objet a dépassé de loin ces chiffres de production. Werner Gruner avait démontré quelque chose qui allait remodeler la conception des systèmes mécaniques complexes pour les 8 décennies suivantes. Les analyses d'après-crise ont révélé la profondeur de son innovation. Lorsque les ingénieurs d'en face ont examiné les MG42 capturés, ils ont d'abord balayé la conception comme une mesure de désespoir, un emboutissage grossier et des mécanismes simplifiés sacrifiant la qualité pour la quantité.
mais des tests détaillés ont montré que les taux de fiabilité égalaient ou dépassaient ceux des matériels fabriqués traditionnellement. La durée de fonctionnement moyenne entre deux pannes de la MG42 était supérieure à celle de la MG34, malgré l'usage de matériaux moins chers et d'une main-d'œuvre moins qualifiée. Cela a forcé une remise en question des postulats fondamentaux. Et si la précision n'était pas la seule voie vers la fiabilité? Et si la tolérance aux variations pouvait être intégrée dès la conception, plutôt qu'éliminée par le contrôle de fabrication? Et si la mesure d'une bonne ingénierie n'était pas la perfection des composants, mais la constance de leurs interactions? La M60 américaine, la FN Mac belge, la MG42-59 espagnole et des dizaines d'autres systèmes automatiques d'après-conflit ont tous emprunté au principe de Gruner. Pas seulement le mécanisme de retardement par galet ou les boîtiers emboutis, mais l'idée profonde, concevoir pour la réalité de production dont on dispose, pas pour les conditions idéales dont on rêve. Construire des systèmes qui tolèrent la variation au lieu d'exiger la perfection. Faire de l'interchangeabilité le fondement et non l'aboutissement final. Le canon à changement rapide est devenu un standard industriel. Non parce que les canons devaient être changés plus souvent, mais parce que concevoir pour un remplacement facile signifiait concevoir tout le système autour d'une interface modulaire. Et les interfaces modulaires facilitaient la fabrication, l'entretien et la réparation sur le terrain. Le principe s'est étendu au-delà de l'équipement de défense vers l'ingénierie automobile, les systèmes aérospatiaux et les machines industrielles. Concevoir des composants comme des systèmes et non comme de simples collections de pièces. Mais l'héritage le plus profond était peut-être philosophique. Gruner a démontré que la contrainte pouvait stimuler l'innovation plus efficacement que l'abondance de ressources. Il n'avait pas le luxe de l'usinage de précision, des matériaux exotiques ou d'une main-d'œuvre qualifiée illimitée, et ses limites l'ont forcé à repenser le fonctionnement des machines. L'absence d'outils traditionnels signifiait qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur des solutions traditionnelles. La MG42 n'a pas réussi parce qu'elle était meilleure dans sa fonction intrinsèque. Beaucoup soutiendraient que la MG34 était un instrument supérieur en termes de performance pure. Elle a réussi parce qu'elle était honnête quant à ce qui pouvait être construit, par qui et dans quelles conditions. Cette honnêteté a forcé des innovations qui ont survécu aux conflits qui les avaient engendrés. Dans les années 1950, les principes de Gruner étaient si bien intégrés à la pratique de l'ingénierie mécanique que les nouvelles générations d'ingénieurs les apprenaient sans en connaître l'origine. L'idée de concevoir pour les tolérances de fabrication, d'intégrer une dégradation progressive, de créer des systèmes fonctionnant par proportion plutôt que par précision, tout cela est devenu une connaissance commune, la manière évidente d'aborder les problèmes mécaniques complexes. Pourtant, la MG42 elle-même reste l'expression la plus pure de ces principes. Chaque composant existe parce que le système l'exige. Chaque tolérance est aussi large que la physique le permet. Chaque interface est conçue pour la constance plutôt que pour la précision. C'était un outil de défense, certes, mais plus fondamentalement, c'était une preuve de concept, la preuve que l'ingéniosité humaine pouvait trouver d'autres voies vers la fiabilité, d'autres approches de la complexité, d'autres relations entre la conception et la fabrication. Werner Gruner est retourné au travail des métaux civils après les événements, restant largement anonyme malgré la création de l'un des systèmes mécaniques les plus influents du XXe siècle. Son nom apparaît dans les histoires techniques, mais sa contribution profonde, la démonstration que la pensée systémique pouvait remplacer la pensée artisanale dans la conception mécanique complexe, est devenue si fondamentale qu'elle n'a plus eu besoin d'être attribuée. Le système qu'il a bâti à partir de métal embouti et de verrous à galets a survécu à son objectif initial pour devenir un modèle sur la façon dont les humains peuvent concevoir tout ce qui doit fonctionner de manière fiable dans des conditions imparfaites. Ce qui, au final, décrit à peu près tout ce qui mérite d'être construit. Si vous appréciez les récits calmes et authentiques sur la façon dont l'ingénierie a façonné le monde,
Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. Souhaitez-vous que j'analyse plus en détail le mécanisme de verrouillage par galet ou que je prépare une version adaptée à un autre format de diffusion?